le troisième mousquetaire du groupe anglophone de Paris, dont les deux premiers sont Maurice et Colin, dont nous avons discuté précédemment, c'est William Bremner. C'est un Écossais dont les parents émigrent au Québec au tournant du siècle et il s'installe à Melbourne, c'est vraiment pas loin de chez nous, dans le même patelin d'où est sorti notre grand peintre Frédéric Simpson Cockburn. Alors, bien qu'il ait un patronyme anglophone, presque toute sa vie, son éducation se passe en français. Il étudie d'abord à Richmond, près de Melbourne. Sa famille s'établit à Montréal, suit ses études classiques au petit séminaire de Sainte-Thérèse, à Sainte-Thérèse de Blainville, comme on l'appelle maintenant. Et il s'intéresse d'abord à l'architecture. C'est vraiment ce qui lui plaît le plus. Avant la peinture, c'est l'architecture. Et son père, ayant les moyens de lui payer le voyage, que tout le monde veut faire, il part en 1878 et s'installe à Paris. Et là, suivant le curriculum de tous ceux qui l'ont précédé, ou de ceux qui le suivront, il va travailler dans les académies, s'installe aussi pendant quelque temps près de Barbizon avec l'école de Jean-François Millet et découvre qu'on peut peindre la vie telle qu'elle est. C'est nouveau, ça. On peut peindre des gens qui se promènent dans la rue. On peut peindre des gens qui travaillent au champ. On peut peindre non seulement des paysages, des natures mortes et des portraits plus figés, des nus, mais on peut raconter une histoire en faisant de la peinture. Et ça lui plaît beaucoup. Il revient l'année suivante à Ottawa, où, s'inspirant de l'enseignement ou des enseignements dont il a tiré profit dans la région parisienne, il fonde et dirige le Ottawa Art School. Il continue à y enseigner pendant quelques années. Il retourne en Europe plusieurs fois. En 1985, il décide de terminer ses études. C'est vraiment un étudiant qui utilise tous les fonds que ses parents veulent bien lui donner. Ça fait déjà 7-8 ans qu'il est à l'Académie Julien. Se présente au Salon annuel de Paris en mai, où, consécration, avec son tableau au bord de la forêt de Fontainebleau, il est reconnu et apprécié par ses pairs. Et ensuite, de 1985 et les années subséquentes, il continuera son enseignement, fera des expositions partout au Canada, principalement au Québec, deviendra amoureux de la côte de Baie-Saint-Paul et sera un des premiers à y découvrir un charme que tous les autres qui suivront, de Clarence Gagnon et les autres, découvriront plus tard. C'est donc un peintre qui n'a pas, si vous voulez, changé profondément sa façon de faire, mais qui a appliqué l'enseignement qu'il avait reçu et qu'il a ensuite enseigné, de sorte qu'il a, d'une certaine façon, par son enseignement et sa façon de voir les choses, modernisé l'enseignement des beaux-arts au Québec au tournant du siècle. Toujours dans l'esprit de ces peintres du tournant du siècle, nous n'oublions pas un autre représentant de notre grande région, qui est Marc-Aurèle de Foix-Suzor-Côté. C'est un peu l'équivalent en tant que personnage de James Wilson Morris. C'est aussi un grand seigneur, c'est un prince, c'est un mécène. Il a aidé une foule d'artistes québécois à s'installer à Paris. Et d'ailleurs, c'est un homme qui avait plusieurs qualités, plusieurs talents. Il aurait pu devenir chanteur, musicien. Il a choisi le métier de peintre et sculpteur. D'ailleurs, lors de sa première visite à Paris,
avec Joseph Saint-Charles. On en a parlé au début de nos entretiens. Il suit d'abord des cours de chant à l'École des Beaux-Arts de Paris et au Conservatoire. Alors, il se destine à une carrière lyrique. Mais, une sorte de maladie, de grippe, ou je ne sais pas trop quoi, il doit subir une opération à la gorge qui met fin à ses espoirs de chanteur professionnel. Il se tourne donc vers la peinture et la sculpture, et tout de suite, on reconnaît en lui un artiste très doué qui développe ses attitudes à une vitesse effrénée, travaille très fort, utilise les leçons de l'académie, c'est-à-dire débute toujours ses grands tableaux à venir avec des esquisses au crayon, des fusains, des pochades, des petites huiles sur papier, parfois des pastels pour préciser encore, aller chercher ces différentes couleurs, de sorte que lorsqu'il arrive au tableau final, il ne reste qu'à illustrer en plus grand format, à l'huile, l'essentiel du travail, du chemin qu'il a parcouru jusqu'à ce moment-là. Évidemment, c'est un grand seigneur, il a de l'argent, connaît tout le milieu à Paris. Il va aider des sculpteurs comme Alfred Laliberté. Il devient ami avec Auguste Rodin et apprend autour du groupe de Rodin les rudiments de la sculpture et du bronze en particulier. Il revient au Québec en 1907 et s'installe à Montréal d'abord. Et là, il regroupe autour de lui toute une smala de jeunes peintres dont il va devenir le maître. Il revient d'Europe donc avec une notoriété et, comme pour d'autres qui l'ont précédé, les gouvernements, les institutions nationales découvrent ce peintre de talent et commencent à lui commander des œuvres importantes. En 1895, commence à élaborer son fameux tableau « Jacques Cartier rencontre les Indiens à Stadacone » en 1535. 1535, c'est la rencontre de Jacques Cartier avec les Indiens.